Jackie, vous pouvez rester faire quelques mots de transition. J'invite juste en parallèle Madeleine Charru, qui est directrice de Solagro, vice-présidente du Clair par ailleurs, ainsi que Pierre Lafragette, président de la coopérative des fermes de Figeac implantées sur le territoire. Jackie. Oui, j'aurais voulu répondre à Marc, parce que c'est vrai, on se connaît depuis un certain temps, mais j'ai parlé d'autonomie, je n'ai pas parlé d'autarcie, Marc. Et puis, je peux te dire qu'aujourd'hui, à l'instant où je parle, le Menet produit 4200 kWh et n'en consomme que 2300 ou 2400. Donc, tu vois, il en part 2000 sur le réseau à l'heure où je te parle. Donc, ne me parle pas d'autarcie dans le Menet. Non, je pense que la volonté d'équilibrage en local participe à la future organisation du réseau. La question, c'est qu'il ne faut pas couper les liens, simplement. Voilà. Passons maintenant à cette dernière table ronde. Merci à tous les trois d'être présents. Table ronde intitulée « Acteurs agricoles, moteurs des transitions ». Transition avec un S. Puisqu'on va évoquer aujourd'hui en partie évidemment la transition énergétique, mais aussi les transitions liées aux pratiques agricoles de manière plus large. Peut-être pour faire un... Et on va travailler sur 3 thématiques sur lesquelles on va progresser. Je vous donne un peu le cadre, comme ça vous pouvez positionner vos propos. Les questions alimentaires et agricoles et énergétiques, les questions alimentaires, agricoles et territoriales, les questions alimentaires, agricoles et les dynamiques de transition. Voilà, donc ils vont m'amener à vous poser les différentes questions. Peut-être en guise de cadrage, puisque Madeleine, vous avez justement travaillé, et vous travaillez toujours énormément sur la question des enjeux justement en lien avec l'agriculture, sur les questions environnement et énergie. Peut-être quelques mots sur Solagro dans un premier temps, et quelques mots aussi du coup sur l'enjeu, non pas simplement agricole, mais de ce que vous qualifiez chez Solagro de chaîne alimentaire, en lien avec la question énergétique. Bonjour à tous, merci. Quelques mots sur Solagro. Solagro, on s'évertue depuis quelques 35 ans maintenant à essayer de concevoir, promouvoir et accompagner. Alors aujourd'hui, on dit les transitions énergétiques, agricoles et alimentaires. Il y a 35 ans, on disait les alternatives. Après, on a dit d'autres voies. Après, voilà. Mais on fait toujours le même boulot depuis 35 ans, même si le contexte a heureusement un petit peu évolué. On est basé à Toulouse, donc on est une entreprise d'Occitanie. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle d'agriculture et d'alimentation alors qu'on est dans une rencontre TEPOS ? Effectivement, c'est que alors c'est des travaux de Solagro, mais c'est les données que je vais vous donner, c'est des données de l'ADEME, c'est bien évident et reconnu par tous aujourd'hui, c'est que notre système alimentaire de la fourche à la fourchette, pas simplement la partie agricole, aujourd'hui c'est 1/4 de nos consommations d'énergie, c'est 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre, et puis les agriculteurs, c'est quand même eux qui sont les gestionnaires de la plus importante production biochimique d'énergie renouvelable, qu'est la biomasse. Donc ce sujet de l'agriculture, de l'alimentation est bien un sujet de territoire à énergie positive, c'est bien un sujet de plan climat énergie air territoriale, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, et puis c'est bien un climat de région, un sujet de région à énergie positive. On n'est pas à côté du sujet. Alors pour l'aborder, c'est vrai qu'il va falloir se fixer, comme dans les autres domaines, des objectifs et établir des plans d'action. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et puis produire des renouvelables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est le titre de la table ronde, les acteurs agricoles moteurs des transitions. En tout cas, les acteurs agricoles sont aujourd'hui vraiment au cœur de ces problématiques. Et je crois qu'avec, en plus, les questions d'adaptation au changement climatique, le métier d'agriculteur n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui. Alors peut-être jamais aussi difficile non plus. Pour justement dérouler notre pelote, alors il va peut-être être délicat pour vous, Pierre Lafragette ou Jackie Heniel d'ailleurs, de parler d'énergie sans parler de territoire. Mais alors
alors vous allez peut-être faire un petit peu les deux en même temps, mais pourquoi vous, notamment aux fermes de Figeac, coopérative agricole, aujourd'hui vous êtes présent pour parler d'énergie? Bonjour à tous, voilà, merci. Moi je suis pas venu de très loin, de 4 km, donc c'était assez rapide, contrairement à mes voisins. Donc pourquoi être là, ferme de Figeac, pour parler d'énergie, alors qu'on est des agriculteurs, une coopérative agricole? Je dirais d'abord, ferme de Figeac, c'est une coopérative d'agriculteurs de cette zone, mais aussi de personnel qui coopère pour maintenir un territoire dynamique et vivant. C'est quand même un premier enjeu qui nous mobilise et qui fait partie un peu de notre cadre, de notre objectif général. Et l'énergie est un élément qui est arrivé petit à petit dans notre réflexion d'agriculteurs et de coopératives agricoles. Elle est arrivée parce que on sent bien que l'agriculteur, et là je reprends ces éléments-là, les agriculteurs et l'agriculture est au cœur de ces changements sur la question alimentaire, sur la question environnementale, sur la question énergétique et sur la question de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Donc c'est un métier d'avenir, c'est un métier avec de multiples enjeux, et c'est un métier qui change vite. Donc voilà, il y a tous les ingrédients pour s'occuper de ça, et c'est naturellement pour ces raisons-là que l'énergie est arrivée. Alors pardon, et sous quelle forme concrète, justement? Alors concrètement, dans les années 2000, diminution du nombre d'agriculteurs sur cette zone, volonté forte de maintenir des hommes sur ce territoire. La condition, c'est la fixation de valeur ajoutée. On a besoin de produire la valeur ajoutée. Et le questionnement, c'est comment on fait. Donc deux postures. La première, une posture d'ouverture. C'est pas parce qu'on est petite coopérative qu'on n'est pas ouvert au monde. Quel est l'enjeu et quelle est l'attente sociétale, et l'énergie renouvelable est un élément essentiel, mais c'est pas là que je vais prêcher pour ça. Et la deuxième, c'est comment on fait, quelles sont nos ressources, quelles sont nos ressources. Et là, je me souviens, on a fait un premier voyage avec justement sur l'agro en Allemagne en début des années 2000, et on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passait, quels étaient les mouvements, et on s'est vite persuadé que l'énergie était un des éléments de cette transition et sur lequel on a besoin de s'investir fortement. Au niveau des projets, peut-être, parce que je ne sais pas si on y reviendra en détail. Peut-être, je pourrais. Il y a eu une visite, peut-être en quelques mots. Alors, en quelques mots, très rapidement, 2001, 2002, on fait cette visite. On décide de s'engager sur le solaire. On commence à mettre un toit sur un de nos bâtiments à Figeac, là. On s'est un peu planté parce que on ne savait pas trop faire, on a fait quelques erreurs. On a été accompagné par la région, ça nous a aidé à passer le cap. Et on s'est dit, on va devenir un acteur et vendre des panneaux. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de mettre les gens en mouvement, d'être un bras de levier et d'essayer de faire bénéficier et participer le plus de nos adhérents possible à cet enjeu. Et on s'est vite aperçu que la chose qui était essentielle, c'était l'organisation, ce qu'on savait faire en fait. On est une coopérative, comment on allait coopérer pour que cette production d'énergie puisse aller vite. Et donc, je passe les étapes. On a une première société où on a réalisé 183 solaires pour 110 agriculteurs, 35 millions d'euros d'investissement. On a sans trop d'argent au départ, donc on a essayé de mobiliser des moyens, des techniques, des réunions, mobiliser les gens nous ont fait confiance parce qu'on est d'ici, un peu, c'est un peu ça. Et puis la machine s'est enclenchée. Aujourd'hui, on a 400 toits, on a une coopérative de bois énergie avec les collectivités où on travaille ensemble. On s'est engagé par l'approche financement dans un parc éolien avec sur le nord de notre campagne, à cheval entre le Cantal et le Lot, justement. Et puis voilà, on a l'hydraulique et la méthanisation sur laquelle on travaille fortement aujourd'hui. Et le bois énergie. Et le bois énergie, alors c'était la coopérative énergie dont je parlais, une SIC belle sur laquelle c'est pas toujours facile d'ailleurs le bois énergie, mais on a la ressource.
Jackie Héniel, l'histoire du Menet est parallèle, enfin consubstantielle de l'histoire du développement local dans les années 70 sur les questions agricoles historiquement. Et toute cette tradition, cette culture territoriale a été réinjectée à la fin des années 90 dans l'énergie, et notamment à l'impulsion, parmi d'autres, des acteurs agricoles, dont, à titre personnel, vous faites partie, vous êtes agriculteur. Comment justement le Menet peut-être passer de l'agriculture à l'énergie, avec quelle culture? J'imagine une grande proximité avec les fermes de Figeac dans l'esprit. Oui, bien sûr, il y a une grande proximité puisque par rapport aux dates, on se retrouve dans la même problématique. Nous, les agriculteurs, on s'est sentis, je dirais, agressés, pour ne pas dire pour ne pas dire plus, je dirais, quand à travers les médias, la problématique des algues sur nos côtes était systématiquement la faute des agriculteurs, quoi. Donc vraiment, on s'est senti vraiment provoqué là-dessus, et on a dit c'est pas possible de continuer comme ça dans ce territoire castor-armoricain. Il n'y a pas que les agriculteurs qui polluent quand même, et nous étions partis sur une idée de compostage à l'époque, puisque vous savez, le modèle breton, c'est un modèle qui produit beaucoup d'effluents quand même. Et donc nous sommes partis au Danemark en 1999 voir un petit peu ce qui se faisait, et c'est là que nous avons vu donc au Danemark les premières unités de méthanisation en 99. Et au retour, quand on est plusieurs ensemble, on discute, et puis ça peut peut-être, et ça a fait avancer les choses, et on s'est dit si on continue à rester nous sur du compostage, on va rater une marche. Donc dès 99, on est parti sur une idée de méthanisation qu'on a réalisée et qu'on a inaugurée en 2011. Alors vous voyez, 10 ans pour monter ce genre de projet, il faut être solide et solidaire. Donc ça c'était les agriculteurs. Et puis dans notre projet donc énergie renouvelable 100% 2025, on s'intéressait bien sûr à toute énergie, et ça a été encore les agriculteurs qui ont été les premiers à se déplacer sur Güssing quand nous sommes allés voir les réalisations en Autriche, et nous avons aussi construit donc une huilerie à partir de colza qui produit de l'huile végétale pure et qui a fait tourner nos tracteurs pendant 6 ou 7 ans, puisque aujourd'hui l'huile végétale pure, nous la vendons plus cher que le pétrole, donc je devrais pas le dire, mais on vend l'huile et puis on achète du gasoil pour mettre dans les tracteurs, mais l'unité est là, et puis demain elle peut encore servir. Et puis ce sont encore les agriculteurs qui se sont engagés, comme aux fermes de Figeac, dans la partie photovoltaïque, parce que là aussi on sentait une diversification, mais tout ce que je dis là, c'est la suite d'une conséquence. C'est la suite de la conséquence du modèle breton, que là aussi, nous avons encore besoin, de même qu'on a vu le gaz, de même qu'on a vu l'électricité avec les problématiques donc fossiles nucléaires. Nous avons encore besoin en Bretagne, et peut-être en France justement, de cette agriculture industrielle, mais on s'est bien rendu compte, et depuis quelques années, on va y revenir, mais je veux finir par là, nous sommes presque au bout du système. Question de transition, évidemment, dans ces questions-là, on va y revenir très largement. Tout à fait. Madeleine, j'hésite à introduire ça parce que la question de la transition est très... Vous avez un lien historique sur l'agro avec le Menet et avec les coopératives fermes de Figeac que je n'avais pas moi-même noté. D'ailleurs, j'ai le plaisir de constater et de rappeler le fait que premier événement du Menet organisé par le Menet, vous aviez invité Pierre Lafragette pour témoigner sur l'expérience des fermes de Figeac, et Madeleine Charrue, au nom de Solagro évidemment, mais aussi au nom du Clair, puisque vous étiez présidente à l'époque du Clair, vous êtes parrain, marraine du réseau Territoire Énergie Positive. On reconstitue quasiment un trio de fondateurs 7 ans après, ce qui est un vrai plaisir. Mais aussi, Madeleine, vous avez accompagné via Solagro, en voyage d'études, ces 2 territoires pour observer. Alors on y reviendra peut-être un tout petit peu sur les questions de transition. Je voulais vous orienter sur les questions énergie, accompagnement, stratégie énergétique, mais aussi accompagnement sur les mutations agricoles. Ce sont 2 types d'accompagnement que vous menez. Quelle est la posture de Solagro dans ce type d'accompagnement auprès des territoires ? Alors oui, c'est vrai que je me souvenais plus quand vous avez accompagné à Fribourg, mais par contre, je me souviens bien le Menet, c'est à Güssing qu'on est allé ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas si, avant de parler de l'accompagnement sur l'accompagnement sur les territoires, il n'est pas très différent de celui, enfin, sur les questions d'alimentation et d'énergie et d'agriculture que sur les questions
d'énergie. Hein, la première question, c'est de dire quel est l'état des lieux. Ça c'est assez rapidement fait, et vers quoi on veut aller. Hein, et vers quoi on veut aller et vers quoi il faut aller, hein, au vu de notre ardente responsabilité de lutter contre le changement climatique. Alors, je ne sais pas si c'est là que tu veux m'amener, mais je pensais réserver ça pour la fin. Alors, vous allez où vous voulez, hein, t'entends bien. À Solagro, on a travaillé pour savoir où on voulait aller et où on pouvait aller. On a travaillé à l'échelle nationale, Christian en a dit un mot tout à l'heure, sur un scénario qui s'appelle After 2050 et qui regarde dans quelle mesure il est possible tout à la fois de se nourrir, de produire toute la biomasse dont on a besoin pour le scénario négawatt et puis de respecter nos ressources et nos territoires. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui, on peut le faire. On a regardé à l'échelle nationale. Après, il y a des conditions. On peut le faire en particulier si on fait évoluer notre système alimentaire. C'est pas un scoop, hein, à l'échelle nationale comme à l'échelle de la planète. Notre régime aujourd'hui très carné, enfin le régime des pays occidentaux très carné, le régime national, est pas tenable. Hein. Donc il va falloir réduire notre consommation de viande et notre consommation de produits laitiers à l'horizon 2050, hein, s'il s'agit d'une transition, et puis adapter les modèles agricoles et en conséquence. Alors les modèles agricoles, on a parlé des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Les principales émissions, c'est du méthane et puis du protoxyde d'azote, hein, les émissions agricoles. Ça tombe bien parce que le méthane, il est essentiellement émis par l'élevage. Donc si on adapte nos consommations alimentaires, on va peut-être pouvoir aussi adapter nos élevages. Et puis, il y a une forte demande en alimentation de consommer des produits qui contiennent moins de pesticides, etc. Et les consommations d'énergie et les émissions, elles sont essentiellement liées aux consommations d'engrais azotés et puis de pesticides. Donc on est sur on peut être sur une vision gagnant-gagnante, et à l'échelle des territoires, c'est cette vision déjà qu'il faut commencer par partager. Hein. C'est la première étape, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire, comment les choses peuvent évoluer, vers où on peut aller collectivement, et donc le territoire est vraiment un lieu très important pour avoir cette discussion. C'est là que doit avoir lieu le dialogue, hein, celui qu'on appelait de nos voeux pour l'énergie. Il est aussi il est aussi important sur ces questions d'alimentation et d'agriculture. Et je pense surtout que le territoire est le lieu où ça peut se passer. Parce que là, alors c'est pas moi qui suis la mieux placée pour en parler, mais aujourd'hui la profession agricole, d'ailleurs encore un parallèle un peu comme l'énergie, est organisée, je ne vais pas dire en silo pour la profession agricole, mais en filière. Hein, ce qui détermine aujourd'hui les orientations de la production agricole, c'est les filières qui sont très intégrées. Et alors l'intégration a quelques vertus, hein, ça a permis un développement, ça a permis une efficacité, mais c'est aujourd'hui aussi très verrouillé depuis l'amont de l'agrofourniture jusqu'à l'aval de l'agroalimentaire. Et ça va être très difficile de faire évoluer ces filières en elles-mêmes. Alors que sur les territoires, on peut discuter autrement. On peut rapprocher les consommateurs des producteurs, on peut réfléchir les évolutions des modèles agricoles, et je pense que la transition, elle viendra par les territoires pour faire évoluer le modèle agricole d'une façon générale. Peut-être juste, pardon, Madeleine, un complément avant que vous passiez le micro. Vous avez évoqué aussi le fait que, contrairement à l'énergie, qui est quelque chose d'un peu immatériel, l'alimentation peut être un vecteur de changement de comportement. On évoquait les changements de comportement sur l'atelier scénario. Par rapport aux pratiques, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les consommateurs, est-ce que c'est une conviction? Est-ce que les transitions, si on en fait une, on les fait toutes? Alors, on en fait une, on en fait toutes. Enfin, c'est ce qu'on a constaté en travaillant sur les territoires, c'est que, parce que les territoires qui sont engagés dans les problématiques énergie peuvent se dire, oh là là, et en plus il va falloir s'occuper d'alimentation, donc ça fait un truc de plus.
Mais rassurez-vous, je pense que ce truc de plus, c'est effectivement, on l'a vu, un vecteur peut-être de facilitation d'entrée en transition. L'alimentation, c'est quelque chose sur lequel il est facile de mobiliser les gens. On est tous concernés parce qu'on mange, on fait nos courses toutes les semaines, on sait que ça a un impact sur la santé, on sait que... Donc c'est un volet... petit 1 mobilisateur, puis c'est un volet peut-être un peu plus concret que l'énergie. Hein, ça se voit, ça se goûte. Manger de la bonne viande, ou des bonnes protéines végétales, c'est bien meilleur que de manger de la mauvaise viande ou des mauvaises protéines, contrairement à un électron vert ou pas vert, à la limite. Oui, on ne voit pas beaucoup la différence. Pierre Lafragette, une question très intéressante, ça permettra vraiment de rebondir là-dessus, que je cite. Est-ce que finalement la force et la puissance de frappe des formes de FIJAC ne viennent pas du choix fondamental de rester connectés au territoire, un peu oublié par le mouvement coopératif agricole par ailleurs en France? Et vous avez évoqué beaucoup la notion d'ouverture et d'innovation, qui est presque une obligation face à la volonté de rester sur un territoire. Et j'en viens à ce que Madeleine évoquait sur le scénario FTER. Solagro a pu vous le présenter. Comment vous positionnez justement en tant que coopérative à la fois sur cet ancrage au territoire et sur les questions des transitions, en passant par la question de l'innovation justement? Oui, alors pour répondre à cette question, d'abord un premier point, moi je ne l'avais peut-être pas vu avant, un parallèle très étroit entre les filières agricoles et les réseaux électriques qui a été présenté à la table précédente. Quelque chose de très vertical, filière, ville-campagne, structuration, massification. Et aujourd'hui, des questionnements, en particulier sur la distribution alimentaire, sur les réseaux alimentation de proximité, qui répondent de la même tendance. Alors, il est vrai que ces changements, voilà, vous disiez, on est un peu à bout du système et on le sent bien. Mais on a toujours été à bout du système, parce que le système il est toujours en train de changer, et c'est notre capacité à réimaginer le système de demain. Le scénario After 50, c'est vrai, votre collègue nous l'a présenté à notre Assemblée Générale. Alors, nous, on n'est que des éleveurs et on est production animale. Alors, quand on nous dit beaucoup moins de vaches, beaucoup moins de production animale, on est touché. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réorganiser? Est-ce qu'on va devenir un territoire, une nature, et puis on se balade? Et ça nous intéresse pas. Nous, on veut qu'il reste de la vie. Donc, c'est cet enjeu-là qui est en train de réimaginer. Mais, justement, je voudrais témoigner à cette Assemblée Générale, il y avait, on était une centaine d'agriculteurs, et combien les gens étaient intéressés de se projeter, c'est-à-dire de dire en 2050, peut-être pas tout de suite, mais il va y avoir des étapes, on aura peut-être que la moitié des vaches, mais on va pouvoir développer des méthaniseurs et avoir une approche énergétique différente. On va pouvoir réorganiser nos réseaux, et ça nous donne des perspectives très intéressantes sur notre filière alimentaire, je dirais, et sur la filière énergétique. Et la méthanisation est un excellent pont entre les deux. Globalement, on a là 3 ou 4 projets qui sont en cours sur ce territoire. C'est de quelle manière ils vont pouvoir impacter, en effet, la question des gaz à effet de serre et de l'énergie, en termes de production, mais aussi en termes d'économie dans les systèmes, parce que des petits collectifs ont permis d'organiser la production différemment, avec une approche technique. On ne va pas rentrer dans tous les éléments de ce changement, mais vraiment efficace. Et surtout, et je dirais, et j'insiste là-dessus, ça joue sur la dimension sociale. Un des enjeux de l'agriculture d'ici, c'est la capacité à pouvoir nous renouveler, à pouvoir accueillir aujourd'hui des gens venus d'ailleurs pour devenir agriculteurs chez nous, et de quelle manière cet accueil, au travers d'expériences comme ça, va permettre cette dimension sociale. Développement durable, c'est modèle économique équilibré, c'est enjeu environnemental, et ces dimensions sociales. Donc sur une approche territoriale. Après, l'approche locale, globale, petite coopérative, grosse coopérative, j'ai tendance à dire, moi, qu'il faut... on a besoin de toutes les dimensions, et c'est l'articulation entre toutes ces dimensions qui est pertinente. Le débat petit-gros, il est de notre temps. Il n'est plus aujourd'hui. Mais il faut faire vivre le local. Jackie Héniel, j'oserais l'analogie, même si elle est un peu risquée. Le Menez est situé en plein triangle de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est un peu comme si vous étiez un territoire, disons, doté d'une centrale nucléaire, par exemple.
qui souhaitiez passer, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est votre souhait, vous allez le confirmer, au 100% renouvelable, aux matières agricoles. Et comment on fait justement quand tout pousserait à maintenir cette industrie qui est certainement fondamentale pour le territoire sous plein d'égards, à aller vers des modèles alternatifs, et comment on fait pas à pas aussi, comment on démarre une transition en la matière? C'est vrai que l'agriculture et l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est une force de frappe, comme tu dis Yannick, importante. Sur notre commune, sur le Menet, l'abattoir qui est chez nous, il tue 10 000 cochons au jour. Donc c'est quand même pas rien. Et si je transfère tout ça à la Bretagne, c'est 400 000 cochons semaine qui sont abattus sur la Bretagne et transformés sur la Bretagne. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais quand je disais tout à l'heure que le modèle agricole breton arrive à bout, c'est pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que de plus en plus, les transmissions au niveau des exploitations sont difficiles, parce que vous imaginez la capitalisation qui a été faite dans ces exploitations. Donc énormément de difficultés à reprendre, énormément de difficultés à reprendre aussi pour les jeunes, parce que ce sont des quantités de travail, ce sont plus des agriculteurs, mais ce sont des chefs d'entreprise, et ces chefs d'entreprise ont besoin de personnel. Et pour trouver du personnel aujourd'hui en Bretagne pour travailler dans les exploitations agricoles, c'est de plus en plus difficile, et c'est de plus en plus difficile aussi dans nos outils industriels de trouver du personnel. Sur l'abattoir qui est chez moi, donc qui appartient au centre Leclerc, il manque tous les matins entre 25 et 30 personnes sur les chaînes. Donc, aller faire travailler un outil avec autant de personnel qui manque. Donc, moi, je m'étais, avec les collègues, posé quand même un certain nombre de questions. Il faut pas tout casser. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur le moyen terme, le long terme, mais il faut adapter les choses. Comme dans l'énergie, la même chose. Donc, on a besoin de ces outils-là, mais ces outils-là vont évoluer. Et moi, j'avais proposé à plusieurs reprises au directeur donc de monter un centre de formation, parce qu'aujourd'hui, ce sont les sociétés d'intérim qui piquent les gens un petit peu par là. Ils les mettent dans l'abattoir, ils sont une demi-journée, une journée, et puis ils s'en vont parce qu'ils sont pas formés pour ce genre de choses. Donc, d'où l'idée donc de monter ce centre de formation. Donc, c'est la région qui va financer ce projet. Hein. C'est un projet à hauteur de 2 millions d'euros, donc qui va former des gens justement pour travailler dans ces outils aussi, mais derrière, on a une quinzaine d'agriculteurs aujourd'hui qui sont engagés justement aussi dans la problématique de vente directe, de circuits courts, de valorisation, parce que ce sont des agriculteurs qui ne peuvent pas se permettre de rentrer dans les circuits traditionnels, qui peuvent pas et puis qui veulent pas non plus, parce qu'il y a une certaine philosophie aussi. Donc cet outil, à mon avis, aurait deux intérêts. Donc l'intérêt de former du personnel, parce qu'il faut savoir que chez nous, dans les abattoirs, on se sert encore du couteau, mais on se sert de plus en plus de robots. Il faut des gens quand même qui soient compétents pour piloter ces robots. Chez nous, on découpe le jambon après une radiographie du globe. C'est plus le couteau qui va le faire, c'est un robot qui le fait. Donc on a besoin de monter en compétence là-dessus, et on a besoin aussi du côté des agriculteurs justement de cette diversification, de valoriser nos productions. On travaille avec une société parisienne qui a quelques outils de restauration et qui sont en attente de nos produits agricoles. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Assurons cette transition lentement. Madeleine me disait tout à l'heure, au niveau de la consommation, on se rend très bien compte et puis sans doute pour un problème de santé et puis d'autres problèmes, les problèmes environnementaux, on va consommer moins de viande. Je vous dirais que mardi dernier, quand je suis parti dans cet abattoir, on avait une manifestation à la porte de la L269, vous savez, Nuit debout, donc une association de végans, donc ils sont venus chez nous mardi soir, ils n'étaient pas très nombreux, mais on sent que c'est pas autant le problème de la manifestation qui nous préoccupe dans l'analyse quand on essaie d'animer un territoire, mais c'est cette, je dirais, lame de fond qui est en train peut-être de se mettre en place sur nos territoires et dans la société, donc vers ce genre d'évolution. Donc essayons, nous, en tant que producteurs, de prendre la bonne direction et de s'adapter à ces changements qui arrivent. Un commentaire intéressant qui est arrivé tout à l'heure, c'est dire, voilà, les fermes de Figeac, le Menet, avec cette ouverture et cette envie de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, font des voyages, vont voir, voient que ça se fait et reviennent en disant on n'est pas plus bête que les autres, on va le faire aussi. Un an après, des projets sortent.
de manière simplifiée, c'est ça. Le commentaire, c'était pas de grande planification nécessairement. Néanmoins, Madeleine Charrue, justement, sur cette dynamique de transition, quelle préconisation, plutôt proposition, vous faites par le fait que vous observez les pratiques de transition à une échelle assez vaste, hein, jusque l'échelle européenne, si je ne me trompe pas, vous pouvez faire aux acteurs sur la manière de bien aborder ces transitions. J'imagine que ça résonne ce que disent ces deux acteurs que sont les fermes de Figeac et le Menet. Oui, je suis pas en mesure de faire des préconisations pour dire comment il faut mener. C'est en partie votre métier, non, en tant que structure d'accompagnement. Les transitions, mais la seule que je peux faire, c'est que je pense, comme on va découvrir un certain nombre de problèmes au fur et à mesure, hein, comme les gens qui veulent plus travailler dans les abattoirs, comme voilà, et que sur ces questions de transition, il faut surtout il va falloir être très inventif. Hein, parce qu'on change des systèmes, il va falloir trouver des nouvelles solutions, être très à l'écoute, alors aller voir ailleurs, hein, puisqu'on voit que ça marche, et puis s'organiser. Alors, dans les choses sur lesquelles il va falloir travailler, par exemple, c'est la notion de territoire. Alors, on l'a vu tout à l'heure pour l'énergie, hein, il y a effectivement, et en alimentation, j'allais dire c'est encore pire, mais non, c'est pareil. Hein, les bassins de production et les bassins de consommation sont pas les mêmes. On sent bien d'une façon un petit peu intuitive que pour améliorer les choses, il faut rapprocher la consommation de la production. Hein. C'est le moment du dialogue et puis c'est le moment de gérer des organisations différentes. Mais c'est quoi les bonnes échelles, parce que là aussi, il n'est pas question d'autarcie. Le territoire de Figeac, il ne produit pas de la viande pour le territoire de Figeac. Hein, on en a besoin. Il faut travailler à d'autres échelles. Alors, j'ai participé aux États généraux de l'alimentation la semaine dernière. La FNSEA disait la proximité, c'est la France, le local, c'est l'Europe, et après, c'est le marché international. Alors je pense que dans les territoires énergie positive, on n'a pas tout à fait ces mêmes notions de proximité, mais parfois on les a peut-être un petit peu trop petites, et je pense que la vérité est entre les deux, et je pense que ça c'est vraiment un travail à faire, les nouveaux contrats, les nouvelles solidarités entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Après, pour la planification, je veux juste dire à la région qui est encore là, qu'il va falloir penser à un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet, plan alimentaire territorial ou territoire à alimentation positive, parce que vraiment, hein, cette question du système alimentaire, on a vu en 1 le bâtiment, en 2 les transports, et en 3 le système alimentaire. Hein. C'est vraiment le troisième lieu de consommation. Et puis, quand on parle d'agriculture, un potentiel de production très, très important. Est-ce qu'un mot de conclusion, ou ça constitue un bon mot de conclusion pour vous, Madeleine, sur cette table ronde, qui s'achève très vite? Cette table ronde qui s'achève, j'ai droit Nous y sommes, oui, tout à fait. À quelques minutes de plus. Alors, je veux bien prendre... Alors, quelques mots plutôt que quelques minutes. Je veux bien prendre quelques mots en changeant de casquette et en prenant celle de vice-présidente du CLER, hein, parce que le CLER a un conseil d'administration et une présidente qui est dans la salle, qui a été assez peu présente, parce que c'est toujours pareil, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, comme c'est Yannick qui a un peu fait les programmes, il a juste oublié de nous mettre. Alors, vous êtes là. Ce que je voudrais dire, on a parlé un petit peu de l'historique, c'est à quel point je me réjouis, et puis le CLER se réjouit d'une façon générale, d'avoir, j'allais dire, offert l'asile en 2013 au réseau TEPOS en création. Hein, c'était à Cluny à l'occasion de précédentes rencontres. Et c'était vraiment au départ un peu un asile administratif. Ils cherchaient une structure pour pas avoir à en créer une nouvelle pour être accueillis. Et à quel point ça s'est rapidement transformé en une coopération fructueuse, mais qui demande encore à être développée et à être justement davantage portée politiquement et au plus haut niveau pour vraiment faire remonter du terrain nos propositions.
Et alors, comme au clair, on aime bien les propositions concrètes et opérationnelles, je vais en faire une très directe que l'actualité me permet. Il se trouve que depuis un peu plus d'un an, j'ai l'honneur de participer aux travaux du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Alors, troisième chambre inutile de la République ou future chambre du futur, c'est selon. Mais en tout cas, le CESE vient d'être saisi d'une saisine gouvernementale urgente sur la transition écologique et solidaire en préparation des futurs contrats de transition écologique et solidaire qui doivent voir le jour en 2018. Et je vous rappelle que dans ces contrats, il est question des territoires en avance. Alors je pense que vous constituez les territoires, une partie des territoires en avance, et que je me propose de me faire le relais de nos propositions et travaux. Et c'est vrai que si cette saisine avait été déclarée avant, je pense qu'il aurait été bon d'inviter les rapporteurs à nos travaux tout au long de ces 3 jours pour les immerger dans ce qu'est aujourd'hui la transition écologique et solidaire sur les territoires. Et en tout cas, n'hésitez pas, enfin de toute façon on reviendra vers vous dans le cadre du réseau sur ce point, et n'hésitez pas à prendre contact et à faire remonter vos propositions. C'est très rapide, c'est une saisine qui va se tenir sur 2 mois. Le rapport se rend fin novembre. Merci. Merci beaucoup. Jackie et Pierre, alors un demi-mot de conclusion, si vous voulez, l'un et l'autre. Oui, donc en termes de conclusion, puisque je suis un petit peu comme Madeleine, un des membres fondateurs, donc je voudrais d'abord vous remercier toutes d'être aussi nombreux, je le disais tout à l'heure, de plus en plus nombreux, puis surtout remercier aujourd'hui FIJAC d'avoir accueilli ces 7e rencontres, parce que je crois qu'on a été bien accueillis avec le soleil, donc merci à tous les responsables de l'organisation. Et moi je vais finir, tu me dis en un mot Yannick, moi je vais finir en 3 mots. Notre réseau aussi devrait se décliner justement dans ces 3 mots, et je reprendrai une expression qui est déjà vieille mais qui pour moi est toujours prégnante et puis importante, de voir, décider, agir. Ça devrait être les 3 mots qui doivent guider notre réseau. Merci. Pierre Lafragette. Oui, alors moi je dirais 2 mots. La première, c'est la mobilisation de tous sur une approche territoriale, ça c'est important. On a peut-être un projet avec la Comcom, avec des entreprises, avec des particuliers. C'est au travers de ces actions qui sont parfois simplement symboliques, mais qui permettent à toute la population de se mobiliser pour cet enjeu. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui caractérise très souvent nos investissements, c'est la dynamisation d'opportunités. On a des variations donc on a besoin d'être accompagné. Là, on a des projets de méthanisation, on a besoin d'être accompagné. Sinon, on a parlé de la dimension sociale du développement durable, il y a la dimension économique qui compte aussi. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre intervention pendant cette table ronde. Je vais vous demander une petite dizaine de minutes d'attention à tous, puis nous allons clore cette table ronde.